Bonjour à tous, nous voilà arrivés au moment fatidique de notre saga lunaire. Il y a 50 ans, Apollo 11 allait poser l'homme sur la Lune. Enfin ce jour est arrivé. Après les grandes premières soviétiques, les Américains sont prêts à frapper un grand coup. Les équipages des différentes missions Apollo ont été désignés dès novembre 67, et seuls quelques remplacements en fonction des états de forme ont été effectués. Après la répétition d'Apollo 10, c'est Apollo 11 et l'équipage qui va avec qui est désigné pour se poser sur la Lune. Ils ont surmonté tous les retards, les obstacles techniques, les drames, et ignorant que les Russes sont aux fraises, ils lancent la mission que tout le monde attend. Nous sommes le 16 juillet au centre spatial Kennedy à Cap Canaveral en Floride. À 4 heures du matin, heure locale, l'équipage est réveillé. Les 3 astronautes se douchent, se rasent et déjeunent d'un steak et d'œufs avec l'équipage de réserve. Le commandant est Neil Armstrong, 39 ans, pilote de chasse durant la guerre de Corée, puis pilote d'essai sur X-15. Il a été commandant sur Gemini 8, qui a effectué le premier amarrage avec un autre vaisseau. Son second est Buzz Aldrin, 39 ans, également pilote durant la guerre de Corée et docteur en ingénierie spatiale du MIT. Il était le commandant de Gemini 12. Enfin, le pilote du module, Michael Collins, 39 ans également, ancien pilote de chasse, a effectué 2 sorties extravéhiculaires à bord de Gemini 10. À 6h30, ils sont emmenés sur le pas de tir 39. Le lanceur est déjà en place depuis la nuit précédente, et le plein des réservoirs a été effectué très tôt le matin. Les techniciens aident les 3 astronautes à se sangler sur leur couchette. Armstrong à gauche, Collins à droite, et enfin Aldrin au centre. À 7h, ils sont en position, et les techniciens s'affairent autour d'eux. Aux environs de 8h, la capsule est fermée et pressurisée avant que l'ensemble du personnel quitte la tour de lancement. À 8h30, le compte à rebours commence. On estime que plus d'1 million de spectateurs ont fait le déplacement pour voir le décollage depuis les plages et les autoroutes alentours. Plus de 200 membres du Congrès, 60 ambassadeurs, 19 gouverneurs, des membres du cabinet présidentiel, de l'armée, ainsi que le vice-président Spiro Agnew et l'ancien président Lyndon B. Johnson suivent au plus près l'événement. Plus de 3500 journalistes du monde entier, provenant de 56 pays, ont fait le déplacement. Le lancement est retransmis à la télévision dans 33 pays, avec au moins 25 millions de téléspectateurs aux États-Unis, sans compter les émissions radio. Le président américain, Richard Nixon, est resté à la Maison-Blanche et suit en direct les préparatifs en communication avec l'astronaute de liaison au sol, Frank Borman. Et rappelez-vous, le premier test habité d'Apollo a eu seulement lieu 9 mois auparavant. C'est le 5e vol, et seuls 2 d'entre eux sont allés vers la Lune. C'est une véritable course. La Saturn V AS506 est mise à feu à 9h32 locale. Les 5 moteurs du premier étage s'allument simultanément, engloutissant 15 tonnes de carburant par seconde pour pousser les 3000 tonnes de la fusée. 2 minutes après le lancement, elle atteint déjà les 10 000 km/h, un peu moins de 3 km par seconde, à 56 km d'altitude, et le premier étage se détache. Les 5 moteurs du second étage s'allument, et les éléments inutiles comme la tour de sauvetage se détachent. À 185 km d'altitude, le deuxième étage est largué, alors que la fusée atteint 25 000 km/h, soit 7 km par seconde. Le troisième étage est mis à contribution pendant un peu plus de 2 minutes pour atteindre la vitesse de satellisation aux alentours de 11 km par seconde en conservant une altitude comprise entre 180 et 185 km. Au total, le lancement a duré 11 minutes et demie. Le vaisseau va rester tourné autour de la Terre durant une orbite et demie. À 16h22, le moteur du troisième étage se rallume pour injecter le train spatial vers une trajectoire de transfert atteignant près de 14 km par seconde. Environ 30 minutes plus tard, Collins prend les commandes. Le module nommé Columbia se détache, pivote à 180 degrés et son nez vient arrimer le module de descente, le fameux LEM, baptisé Eagle. Ce LEM est alors pressurisé et le tout se détache du troisième étage en s'éloignant à 30 cm par seconde. Le troisième étage rallume alors une dernière fois son moteur pour aller se placer en orbite autour du Soleil. Le train spatial est mis en rotation pour éviter un échauffement trop important dû au rayonnement solaire. Durant 70 heures, le module effectue son transfert en effectuant quelques corrections minimes. Si peu que seuls 5% du carburant total est consommé durant ces manœuvres. C'est dire la précision des calculs. Le 19 juillet à 17h21 UTC, l'heure universelle, Apollo 11 passe derrière la Lune. C'est l'instant critique. S'il n'allume pas les moteurs, Apollo 11 fera un tour complet et reviendra vers la Terre. Une mesure de sécurité qui sauvera Apollo 13. Le freinage se déroule en 2 temps. D'abord pour assurer la mise en orbite, puis pour se placer à environ 110 km d'altitude. Ils effectuent alors 30 orbites, qui permettent aux astronautes de repérer le site de l'alunissage dans la mer de Tranquillité.
Ce site a été choisi d'après les photos et mesures des sondes automatisées. Il présente un aspect plat, avec peu de cratères et de rochers, et un sol semblant bien compact, parfait pour une exploration sans risque. Enfin, on reste tout de même sur la Lune, donc le moins de risques possible. Le 20 juillet à 12h52, Buzz Aldrin et Neil Armstrong entrent dans Eagle et se préparent. À 17h44, ils se détachent et Collins reste seul dans Columbia. Il en profite pour inspecter visuellement le module de descente qui effectue une rotation complète devant lui et s'assure que le train d'atterrissage est bien déployé. Tout est paré et Armstrong dit « L'aigle a des ailes ». Mais durant la descente, les deux astronautes remarquent un problème. En effet, leur point de repère passe trop tôt. Ils se rendent compte qu'ils vont trop vite et qu'ils risquent de dépasser le point d'alunissage prévu. Le problème vient d'une masse d'air excessive embarquée à bord du LEM ou bien de la rotation de contrôle lors du détachement avec Columbia. Alors que le module se trouve à 1,8 km de la surface, plusieurs alarmes se déclenchent, indiquant que le système de guidage rencontre des problèmes. Un oubli d'interrupteur provoque un bug dans la gestion du radar d'approche et l'ordinateur est saturé. Armstrong se rend alors compte que l'ordinateur les dirige vers la falaise d'un cratère et décide de modifier les paramètres de vol. La vitesse horizontale étant trop grande pour atterrir avant la falaise, il décide donc d'aller plus loin. À 76 mètres de la surface, il repère un espace dégagé, mais un petit cratère déforme le centre. À 33 mètres de la surface, Aldrin signale à Armstrong que le niveau de carburant disponible pour l'approche est à sa limite et qu'il risque d'en manquer pour le retour. Avec seulement 90 secondes de carburant disponible, Armstrong repère un espace dégagé, mais la poussière soulevée par la rétrofusée révèle des rochers, permettant au pilote de mieux appréhender sa vitesse. Arrivé à 1,70 m de la surface, Aldrin signale que le train d'atterrissage frôle le sol. Conformément aux instructions, Armstrong doit couper le contact mais il a oublié. Finalement, 3 secondes plus tard, il coupe le moteur et Eagle se pose à 20h, 17 minutes et 40 secondes, à 7 km de la cible prévue, avec tout juste de quoi continuer pendant 25 à 50 secondes avant de devoir enclencher la manœuvre de retour. L'aigle s'est posé à la base de la tranquillité. On se rendra compte plus tard que la poussière lunaire avait perturbé la jauge de carburant et que l'alerte était prématurée. Cela sera modifié sur les futures missions Apollo. Après avoir effectué la checklist de sécurité, préparé un éventuel retour en urgence et avoir prié et communié, ce qui créa des tensions dans l'équipe au sol, concernant la retransmission publique d'éléments religieux privés durant les missions Apollo. Les astronautes décident de préparer la sortie plutôt que d'effectuer une sieste de 5 heures comme convenu, étant incapables de dormir. À 23h43, ils commencent, mais cela prend plus de temps que prévu. Sur Terre, à l'entraînement, ils mettaient 2 heures. Mais sur la Lune, avec sa gravité réduite et de nombreux objets supplémentaires autour d'eux comme des paquets de nourriture, ils mettent 3h30. Une fois prêt, Eagle est dépressurisé. L'écoutille est ouverte le 21 juillet à 2h39 minutes et 33 secondes UTC avec grande difficulté, provoquant une montée de stress. Aldrin balance leur poubelle au sol afin d'avoir assez de place dans le module. À 2h51, Armstrong commence à descendre le long de l'échelle. Il ne voit pas ses pieds à cause du scaphandre. À mi-hauteur, il tend une perche pour déployer la caméra et l'activer. Pour l'anecdote, cette caméra, spécialement conçue pour le vide spatial, était incompatible avec la télévision. Il a fallu filmer l'écran de contrôle pour retransmettre les images. Il en profite également pour dévoiler une plaque comportant un planisphère, les signatures des astronautes et du président Nixon, ainsi qu'un court message. Ici, des hommes de la planète Terre effectuèrent les premiers pas sur la Lune, juillet 69. Nous sommes venus en paix pour toute l'humanité. Il termine de descendre l'échelle, mais elle ne s'est pas complètement déployée, s'arrêtant à 1 mètre au-dessus du sol. À 2h56 minutes et 15 secondes, heure universelle, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune et déclare devant plus de 600 millions de téléspectateurs et d'auditeurs radio That's one small step for man, one giant leap for mankind. C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Vous vous rendez bien compte? Vous vous baladez la nuit, vous admirez un astre magnifique, et vous vous retrouvez devant votre poste de télévision à voir un homme y marcher. Bordel, mais quel exploit! Armstrong collecte immédiatement des roches et poussières qu'il dépose dans le LEM afin de garantir un minimum d'échantillons en cas de départ précipité. Il récupère ensuite la caméra et effectue plusieurs prises de vue. Une vingtaine de minutes après Armstrong, Aldrin le rejoint. Ils testent plusieurs méthodes de déplacement comme des bonds et se rendent vite compte qu'ils doivent prévoir 6 à 7 pas à l'avance pour anticiper l'inertie due à la gravité 6 fois plus faible que sur Terre. Aldrin plante alors le drapeau qu'il déploie le long d'une tige métallique pour le faire tenir. Un court échange radio a lieu avec le président Nixon qui doit renoncer à un long discours devant l'insistance de Borman qui sait que le temps est compté. Les astronautes ne disposent en effet que de 4 heures d'autonomie dans leur combinaison.
Ils déploient quelques expériences, dont un sismographe et un miroir réfléchissant pour laser, afin de calculer précisément la distance Terre-Lune. Armstrong s'éloigne jusqu'à 60 mètres du module pour des photos, pendant qu'Aldrin collecte quelques échantillons, mais ne peut dépasser 15 cm de profondeur, faute de matériel suffisant. Au total, ils collecteront plus de 20 kg de cailloux et autres échantillons. Rapidement, le contrôle de mission demande aux deux hommes de ralentir la cadence, craignant que les réserves ne s'épuisent trop vite dans un environnement si peu connu. Après 2h30 passées sur la Lune, Aldrin remonte dans Eagle suivi d'Armstrong. Juste avant, ils lancent au sol un paquet qu'ils avaient oublié sans avoir le temps d'accomplir le cérémonial prévu. Ce sac contient une plaque en l'honneur des astronautes disparus d'Apollo 1, une branche d'olivier en or, des messages de bonne volonté des présidents Eisenhower, Kennedy, Johnson et Nixon, ainsi que de 73 dirigeants du monde entier, et une liste de tous les responsables du Congrès et de la NASA ayant collaboré à la mission. Oui, c'est un peu cavalier, mais faut dire que les mecs sont vraiment pas sûrs de pouvoir rentrer. À 5h01, l'écoutille est fermée. Le président Nixon a écrit un discours prêt à être prononcé en cas d'échec du retour des deux astronautes. Et on passe à 2 doigts de cette éventualité. En se réinstallant, Aldrin brise un interrupteur censé désactiver la sécurité du propulseur de retour. Heureusement, un simple capuchon de stylo le remplace et évite aux astronautes de devoir reconfigurer l'engin avec le risque de rester coincés. Il reste encore 9h30 sur la Lune pour remettre l'air, préparer le rendez-vous orbital avec Columbus et Collins qui les attend et faire une sieste. Les conditions ne sont guère reposantes. La place est limitée, les pompes à oxygène font un bruit important, le soleil traverse les stores du hublot et la température ne dépasse pas les 15 degrés. À 17h54, l'étage supérieur d'Eagle décolle après un peu plus de 21h30 sur la Lune, laissant le train d'atterrissage et le moteur de descente. Et Collins dans tout ça? Il attend. Pendant que ses collègues se dégourdissent les jambes, il patiente, seul, faisant un tour de la Lune toutes les 48 minutes. Quand il passe au-dessus de la face cachée, il perd tout contact radio avec la Terre et est l'homme le plus éloigné de tout autre être humain de l'histoire. Il en profite pour assurer la maintenance, préparer le retour et se reposer. À 21h24, Eagle est en vue de Columbia. 10 minutes plus tard, il s'amarre et Armstrong et Aldrin reviennent dans le module de commande. Eagle est alors à nouveau décroché à 23h41 et s'éloigne. Il finira par s'écraser sur la Lune quelques mois plus tard. Le module de commande est alors orienté et le moteur allumé afin d'assurer la trajectoire de retour vers la Terre. Le 24 juillet, Columbia pénètre dans l'atmosphère terrestre à 11 km par seconde et largue son module technique. Désormais protégé par le bouclier thermique, il ralentit et la vitesse baisse suffisamment pour déployer les parachutes. 15 minutes plus tard, à 16h51 UTC, la capsule touche l'eau et se retourne. Heureusement, les bouées se gonflent immédiatement et la remettent à l'endroit. 195 heures après leur décollage, les héros sont de retour sur Terre. Le porte-avions USS Hornet est à une vingtaine de kilomètres du point d'impact et va les récupérer 1 heure plus tard. Sauf que pour les astronautes, commence la plus longue partie de leur mission, la quarantaine. Pendant 21 jours, ils restent enfermés dans une cabine de 9 mètres de long, où ils reçoivent la visite du président Nixon. Enfin, Nixon reste à l'extérieur. Ils sont transbordés du porte-avions jusqu'à un avion, puis dans un laboratoire d'Houston, toujours dans leur boîte. Enfin, après 3 semaines, ils sont déclarés sains. Cette procédure durera jusqu'à Apollo 14, avant que la Lune ne soit considérée comme exempte de toute vie, et donc de tout risque de contamination. Le 10 août, les 3 astronautes sont libérés, ainsi que 2 membres de l'équipe qui les avaient rejoints afin de leur tenir compagnie et commencer à travailler sur le matériel rapporté, lui aussi en quarantaine. Alors que les échantillons sont envoyés dans des laboratoires aux États-Unis et chez quelques alliés triés sur le volet, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins débutent une tournée triomphale. Ils paradent à New York et à Chicago devant 6 millions de personnes. Ils sont reçus à Los Angeles pour un dîner officiel devant des dizaines de gouverneurs, de membres du Congrès et les ambassadeurs de 83 pays. Ils sont décorés par le président, puis partent à travers le monde dans 22 pays où ils sont reçus par de nombreux dirigeants. Pour résumer l'impact sur le monde, titanesque. La promesse de Kennedy est tenue. Les Russes passent pour des losers, les Américains triomphent, bref, la course est terminée. Ce constat aura une grande influence sur la suite de l'exploration lunaire et même de l'exploration spatiale. Merci à tous d'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et abonnez-vous. Mettez la cloche pour ne pas manquer le dernier épisode consacré à la fin du programme Apollo.